Monsieur Geoffroy Monpetit, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le ministre d'État, ministre des Petites et Moyennes Entreprises de la République démocratique du Congo, Monsieur Eustache Muranzi Mubembe, Monsieur le consul général de la Belgique à Montréal, Monsieur Gert Banzentin. C'est pour moi un extrême plaisir de pouvoir modérer cette session avec un riche panel d'experts du monde de la mobilisation des finances climat sur le plan international dans le cadre de cette prestigieuse conférence sur la transition verte. Alors pour ce panel, nous allons discuter des défis que rencontre la mobilisation des financements, qui est un défi, on le sait, pour tout le monde entier, mais encore plus pour les pays qui n'ont pas l'anglais comme la langue principale, la langue officielle. Et le monde francophone se distingue particulièrement par un certain nombre de défis qui caractérisent donc cet effort de mobilisation des ressources. Nous savons qu'avec un certain nombre d'accords internationaux, l'accord de Paris, les objectifs de développement durable, il s'agit d'une prérogative pour l'ensemble des secteurs, des acteurs, que ce soit les multinationales, que ce soit les petites et moyennes entreprises. Comment faciliter l'accès donc au financement à tous et encore plus à ceux-là qui ont des disparités en termes linguistiques. Nous allons en parler aujourd'hui avec le panel qui nous a été présenté. J'aurai l'occasion de présenter plus en détail chacun des participants. Mais je souhaite pouvoir inviter d'entrée de jeu M. Geoffroy Monpetit, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, pour une allocution d'introduction sur le panel. Monsieur Monpetit. Merci beaucoup pour cette brève introduction. Vous êtes une longue liste de dignitaires. J'aimerais saluer Monsieur Bénis. Merci de votre participation. Madame la directrice exécutive du partenariat Climat Montréal, Monsieur le directeur exécutif de Power Climate Africa, Madame la modératrice, bien entendu, chers collègues, chère Cécile, ma collègue directrice à l'IFDD, bonjour à tous, merci. Et j'espère que la connexion Internet va fonctionner. Je vous parle de Bruxelles en ce moment. Mais je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est très cher et qui est très cher à la francophonie, à l'OIF, puisque bien entendu, vous connaissez, je pense que la réputation de notre institut subsidiaire, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, n'est plus à faire. Et si vous ne connaissez pas l'IFDD, je vous invite à le découvrir. Puisque bien entendu, depuis longtemps, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a inscrit les enjeux de développement durable au cœur de notre agenda. Et bien entendu, notre réflexion depuis différentes conférences des partis et certainement depuis la COP de Paris et l'accord de Paris nous pousse à donner une nouvelle impulsion à notre réflexion en matière de développement durable pour bien entendu positionner l'Organisation internationale de la francophonie comme un acteur incontournable dans les discussions qui concernent le financement des initiatives liées à combattre les changements climatiques. Et c'est bien entendu ce dont nous allons parler cet après-midi. Ou ce matin ou cette fin de matinée pour vous. Bien entendu, face à la menace grandissante des effets de changement climatique qui nous ont été rappelés bien évidemment par le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat et qui nous est rappelé à tous les jours simplement en lisant les journaux. Les ressources financières, les investissements adaptés, renouvelés, redoublés, si on peut dire, sont absolument nécessaires afin de réduire, bien entendu, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, bien entendu, de renforcer la résilience des populations vulnérables et la résilience de nos infrastructures. Et la francophonie, comme je le disais au début, n'est pas étranger à ce débat. Les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont réaffirmé, pas plus tard que le sommet d'Erevan en 2018, la nécessité de mobiliser des financements substantiels pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques, conformément aux engagements pris par l'accord de Paris.
et que nous devions notamment prendre en compte les besoins des pays en développement. Les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont également lancé un message très fort à l'endroit de la communauté internationale. Nos chefs d'État et de gouvernement ont invité la communauté internationale à relever 2 défis majeurs. Le premier, de faire en sorte que les flux financiers de l'aide internationale, de l'aide publique au développement, soient destinés à promouvoir un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique. Et deuxièmement, d'approfondir les initiatives visant à faciliter l'accès direct à la finance climat, tant à l'échelon local, sans oublier plutôt l'échelon local, pour répondre aux défis climatiques. Alors, pourquoi ce plaidoyer? Parce que, bon, je pense que je n'ai pas besoin de dire à tout ce beau monde qui est en salle que c'est aussi une décision économique tout à fait saine. L'Institut des ressources mondiales nous rappelle qu'une action audacieuse en faveur des changements climatiques et en faveur du climat pourrait générer un gain économique de près de 26 000 milliards de dollars jusqu'en 2030 par rapport au scénario actuel, par rapport au statu quo. La Banque mondiale aussi nous rappelle que chaque dollar investi en finance climat rapporte 4 dollars. Donc, le passage à des économies faibles en carbone, des économies plus résilientes, cette transition écologique pourrait créer plus de 65 millions de nouveaux emplois nets d'ici à 2030. Donc, je pense que la formule est gagnante. La démonstration n'est plus à faire. Il faut évidemment une volonté politique importante pour y arriver. Et lors des consultations, différentes consultations ministérielles menées par l'IFDD, par l'OIF lors des différentes conférences des parties, on a certainement noté l'importance par les pays que nous avons consultés d'exploiter toutes les opportunités techniques et financières offertes par la communauté des partenaires du développement et de mobiliser cette communauté pour veiller évidemment à la constitution ou la reconstitution des fonds verts, des fonds climatiques, afin d'accompagner nos pays dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. Mais ces consultations et certainement mes rencontres avec différents chefs d'État, de gouvernement, différents ministres, certainement ont renforcé pour moi l'importance pour les acteurs francophones de pouvoir accéder de façon équitable et de façon saine et complète ces différents fonds en faveur de la transition écologique, ces différents fonds verts. Et on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre. Et je pense que les diagnostics posés par la francophonie, et c'est un diagnostic que j'aimerais, et j'espère que vous allez pouvoir valider pour nous lors de vos échanges, qu'il y a un déséquilibre entre les pays francophones et les autres pays quant à l'accès, leur possibilité d'accéder à ces différents outils de finance climat. Alors pourquoi? On s'aperçoit qu'il y a le problème de la technicité des dossiers qui sont souvent des barrières, la barrière linguistique des dossiers qui sont soit sinon rédigés en anglais, ou du moins étudiés en anglais, ou doivent être soumis uniquement en anglais. Et on constate également que les fonds verts, les fonds climat sont essentiellement absorbés par les économies émergentes, les pays de la zone BRICS et d'autres pays anglophones qui ont, eux, suffisamment de capacités, suffisamment de contacts, suffisamment d'expertise pour répondre aux critères des dix fonds. Mais il y a des exemples encourageants pour la francophonie. Il y a dans l'espace francophone de bons exemples comme au Sénégal où il y a 12 projets d'envergure financés par le Fonds vert climat à travers 3 entités nationales d'accès direct qui ont été accréditées par le Fonds. De même qu'au Maroc, il y a 9 projets validés à travers 4 entités nationales. Donc, les bonnes pratiques et les succès de ces pays membres de la francophonie devraient être valorisés dans notre espace francophone et c'est là où l'Organisation internationale de la francophonie aimerait jouer un rôle.
De plus, de nombreux pays francophones contribuent et participent au conseil d'administration des mécanismes de financement du climat au niveau international, régional et bilatéral. Et je pense que l'OIF voit la possibilité de peut-être mieux coordonner ces actions, cette diplomatie en matière de finances climat à l'échelle francophone. La solidarité francophone qui nous caractérise et notre expertise doit être mise à contribution afin d'apporter des solutions sur le court, le moyen et le long terme. La table ronde aujourd'hui a pour objectif de discuter de ces enjeux, de valider ou d'invalider notre théorie, identifier des opportunités, des perspectives afin d'améliorer de manière efficace l'accès à la finance climat pour les pays les plus vulnérables. Nous avons pour ambition à l'OIF de répondre à ces défis en lançant dès cette année possiblement, nous l'espérons, lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, une nouvelle initiative qui, pour le moment, prendrait la forme d'un pôle francophone sur la finance climat. Alors, ce pôle francophone est encore embryonnaire, mais j'espère que cette discussion d'aujourd'hui va contribuer à notre réflexion. C'est un pôle qui pourrait rassembler de l'expertise, offrir de la formation, qui rassemblerait cette information, ces opportunités pour contribuer à réduire la barrière linguistique, apporter un plaidoyer en faveur de l'accès, un meilleur accès à la finance climat, à renforcer les capacités des équipes nationales en charge du montage de dossiers bancables et à faire progresser ainsi la cause des pays vulnérables en matière d'accès à la finance climat. Alors, je vois en ce moment 4 types de solutions que le pôle francophone d'accès à la finance climat pourrait offrir. Bon, premièrement, une information d'actualité pour permettre à tous les acteurs francophones de disposer de l'information pertinente en temps réel en français sur la finance climat et les différentes facilités auprès des mécanismes de financement régionaux, internationaux et nationaux. Deuxième outil, ce serait un outil d'auto-diagnostic qui pourrait donner la possibilité aux territoires, collectivités locales, à la société civile, il ne faut pas oublier l'importance de la société civile et le secteur privé, ou tout autre type d'acteurs, de rechercher des fenêtres de financement adaptées à leurs besoins et aux secteurs concernés dans ces pays. Troisièmement, ce serait évidemment la bonne pratique, l'expertise, la bonne vieille expertise, renforcement des capacités afin de mettre en place un cadre de développement de compétences, mettre à disposition des outils nécessaires pour développer des projets de qualité, aussi bien pour les projets d'appui préparatoire, les dossiers de readiness, comme on dit en français, que pour les projets bancables auprès des mécanismes de financement que sont le Fonds vert climat, le Fonds d'adaptation, le fonds qui appartient à différentes banques régionales de développement, etc. Et identifier les opportunités de financement pour qu'il y ait évidemment un partage, encore une fois, d'informations sur toutes les opportunités de financement à l'échelle globale. Évidemment, la cinquième outil qui devrait être même incorporé dans les activités quotidiennes de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un plaidoyer, bien entendu, une mobilisation de toutes les parties prenantes au plus haut niveau pour lever les obstacles linguistiques à travers notamment la décentralisation des fenêtres de financement qui existent déjà auprès des différents fonds, des différentes banques multilatérales. Donc, notre démarche se veut ouverte et inclusive. Peut-être qu'on ajoutera des facettes à cette offre de service basée suite aux discussions que nous aurons avec vous aujourd'hui dans d'autres forums. Mais voilà où nous en sommes dans notre réflexion. Et je pense que nous avons, suite à l'écoute et à différentes activités que nous avons eues, des consultations que nous avons eues, soit lors des précédentes conférences des partis, soit dans nos discussions bilatérales avec nos chefs d'État et de gouvernement membres, que nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où je pense que l'OIF
à l'occasion de son 50e anniversaire, peut désormais jouer un rôle encore plus actif dans le domaine du développement durable, notamment à l'échelle de l'accès équitable à la finance climat pour nos pays francophones. Voilà, mesdames et messieurs, voilà l'introduction. Voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui pour discuter de ce thème. Et j'espère que vous aurez des discussions fructueuses. Et certainement, je suis ici, je vais prendre note. Et ma collègue Cécile Martin-Phipps également. Merci encore de votre participation. C'est nous qui vous remercions, Monsieur l'administrateur, pour avoir introduit ce sujet qui nous réunit cette table ronde aujourd'hui. Vous avez évoqué le sujet, la question des obstacles, mais également nous avons apprécié et noté cette nouvelle initiative que la francophonie va lancer, notamment le pôle francophone pour soutenir donc, la mobilisation des ressources pour la transition. Nous en reviendrons dans cette discussion. Pour l'heure, je crois pouvoir inviter mon panel, en tout cas une partie du panel, notamment la directrice générale du partenariat climat de Montréal, Madame Mélanie Lebeur, Monsieur Carl Blackburn, président directeur général du Conseil national du patronat du Québec, Monsieur le ministre Eustache Movembe, qui est le ministre des petites et moyennes entreprises de la RDC, et Joseph Gambin, qui est aujourd'hui le président de l'Alliance mondiale de l'énergie pour les peuples et la planète, à discuter de cette question. Je vais commencer avec Madame Lebeur. Si je peux me permettre, est-ce que vous voulez me dire un mot sur le partenariat climat Montréal? Tout le monde, j'espère que mon micro fonctionne. Non, c'est bien ce qui me semblait. Peut-être que quelqu'un va pouvoir remédier à ça. Donc, merci pour l'invitation. Premièrement, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin. En fait, dans le fond, le partenariat Climat Montréal, ça a été créé il y a environ un an et demi maintenant, dans la foulée du lancement du plan climat de la Ville de Montréal. Donc, on est une initiative indépendante de la Ville qui, en fait, est un rassemblement d'acteurs économiques, communautaires, philanthropiques de Montréal qui se mobilisent, en fait, pour se réunir autour de l'atteinte des cibles climatiques de la Ville de Montréal. Donc, c'est assez novateur. Il n'y a pas tant que ça d'autres modèles de mobilisation urbaine sur le climat qui existent dans le monde. Si certains d'entre vous sont curieux, je vous encourage à aller voir des modèles dont on s'est inspiré et avec qui on collabore, comme le Green Urban Commission à Boston, par exemple. Alors, dans le fond, nous, notre mission, c'est de mobiliser la collectivité montréalaise pour permettre l'atteinte des cibles climatiques de la ville. Parce que en fait, quand on travaillait avec la ville, à l'époque, je travaillais à la Fondation David Suzuki, quand on travaillait avec la ville à l'aider à développer son plan climat, elle avait invité différents experts pour l'aider dans cette lourde tâche. On s'est assez rapidement rendu compte, il y a quand même on estime un 3/4 des émissions de GES des métropoles qui ne sont pas directement entre leurs mains pour pouvoir les réduire. C'est-à-dire qu'il y a 3/4 des émissions qui sont comptabilisées dans les inventaires de GES des métropoles qui, en fait, ne peuvent pas être réduites de façon unilatérale par les municipalités elles-mêmes. Il faut que tous les secteurs d'activité embarquent derrière, sinon la ville promet des cibles, mais qu'elle ne pourra juste pas atteindre. Alors, le partenariat climat, sa mission, c'est ça, en fait. On est indépendant, à but non lucratif, et nous, notre rôle, notre but, c'est d'aller mobiliser les différents secteurs d'activité pour aller à la fois adresser les grands secteurs d'émissions de GES à Montréal, donc à savoir notamment le secteur du bâtiment et du transport, mais aussi pour aller faire beaucoup de mesures d'adaptation au changement climatique. Donc là, on parle vraiment de déminéralisation massive et de verdissement massif de toute l'île de Montréal. Alors, c'est pas mal ça. Alors, est-ce que je pourrais vous demander si pour vous aussi, les obstacles à la mobilisation des financements sont une réalité pour le moment, pour concentrer le débat sur les difficultés d'accès à la mobilisation des ressources? Je suis pas sûre d'avoir tout bien entendu la question, mais je la devine. Dans le fond, c'est sûr que le Québec a quand même une place particulière, je dirais, dans le monde de la francophonie, justement parce qu'on est au Québec et qu'on est une province, la seule province francophone au milieu d'un océan anglophone en Amérique du Nord.
Donc, je pense que les obstacles sont quand même différents au Québec que dans d'autres régions francophones du monde. Moi, ce que je constate de mon expérience, c'est que on travaille beaucoup avec au sein de notre comité directeur, au sein de tous nos travaux de mobilisation, avec des acteurs de la finance du Québec à Montréal, mais aussi qui sont implantés au Canada et même ailleurs dans le monde. Donc, je dirais qu'on a de la chance à Montréal d'être vraiment très soutenu par le secteur de la finance montréalaise qui a des liens forts avec les finances internationales. Donc, je pense que ça, c'est un atout. Je le vois pas comme un obstacle. Mais par contre, là où je dirais qu'il y a un obstacle fort, puis là, c'est important pour nous d'aller vraiment, justement, faire des connexions avec le monde anglophone, mais notamment, c'est au niveau des fonds privés. Donc, on constate sur le terrain qu'il y a beaucoup de projets qui ont besoin de financement, mais qui ne sont pas nécessairement des projets rentables, avec un fort ROI. Donc, on a besoin d'aller chercher, par exemple, des fonds philanthropiques. On va inviter également M. Carl Blackburn pour se prononcer sur la question. Déjà, son expérience du côté du Conseil du patronat du Québec et aussi nous parler de la motivation des entreprises québécoises à s'engager dans la transition et s'il y a également des obstacles généralement rapportés dans ce M. Blackburn. Sinon, nous reviendrons à vous. Nous allons peut-être passer la parole à M. le ministre de la RDC. Pour nous parler de la situation des pays en développement, plus spécifiquement de son pays, la RDC. Nous n'allons pas poser la question en termes de savoir si les obstacles sont là, on sait qu'elles sont là. Mais dans ce cas, pour vous, lesquels vous semblent les plus critiques à adresser? Et particulièrement un accent sur la question de la barrière linguistique. Merci beaucoup. J'espère que vous me suivez. Alors, je ne suis pas le ministre, je suis plutôt son chef de cabinet. Alors, la question des barrières de financement et sur le plan linguistique et sur le plan de la situation géographique sont réelles parce que nous essayons aujourd'hui de faire l'effort de démocratiser la finance, c'est-à-dire au-delà de la finance publique, mais même la finance privée. Nous avons ce problème principalement de barrières linguistiques. Nous avons ce problème de barrières au niveau de la situation géographique en tant que pays en développement ou en voie de développement. Et les deux font que c'est difficile pour nos économies émergentes d'accéder à la finance. Alors, les efforts sont faits au niveau national d'essayer de produire de fonds de garantie pour soutenir nos petites et moyennes entreprises, de les rendre plus compétitives, mais même à ces niveaux-là. Ce n'est pas évident avec les barrières linguistiques. Il y a ces problèmes il faut poser les questions, il faut présenter les dossiers en anglais. Nous sommes, sans honte de le dire, le plus grand pays francophone. Et je vois les représentants de l'OIF, nous sommes le plus grand pays francophone. Et je peux vous dire que l'expérience du Québec, qui était comme il y a 60 ans dans une situation pareille à la nôtre, doit être assez parlante à ce niveau-là. Donc, mais malgré cette situation, si rien n'est fait, déjà que nous sommes les pays les moins polluants et nous devions être les plus bénéficiaires de ces fonds verts pour nous encourager justement à rester verts. Mais ceci n'est justement pas le cas. Donc, le plaidoyer doit être fait au niveau de la francophonie, au niveau du Canada, du Québec, et à notre propre niveau, nous essayons de voir ce qui peut être fait. Voilà. À ce niveau-là des débats. Monsieur Magala, donc on a entendu Mme Lebeurre, les réalités, même si elles sont différentes, sont réelles au Québec, elles sont particulières dans les pays pour la RDC. Nous allons nous intéresser à M. Joseph Nyaga pour écouter sa perspective parce qu'il a une longue expérience dans la mobilisation et le développement du financement. Et nous voulons savoir, selon lui, quels sont les outils les plus pertinents pour soutenir les compagnies dans leur effort de mobilisation de la finance verte, selon votre expérience, M. Joseph Nyaga. Je pense qu'il manque des panélistes en ligne. Il était là tout à l'heure. Il était là. Désolé. Bon, c'est qu'il a été disconnecté.
On va continuer la discussion. Peut-être à ce niveau, inviter Madame Charlotte Germaine pour se prononcer sur l'annonce faite par l'administrateur du Québec déjà. Vous avez entendu l'administrateur qui a parlé de ce pôle francophone. Quelle perspective vous avez sur la finance durable en lien avec les besoins pour la préservation de la biodiversité et quelle appréciation faites-vous de cette annonce de l'ONU? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc, je travaille au secrétariat pour la Convention sur la biodiversité, qui est basée ici à Montréal. Et donc, dans notre contexte à nous, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, parce qu'il y a une annonce qui a été faite, comme quoi la COP 15 pour la biodiversité, qui devait normalement se passer en Chine, a été déménagée et va être ici à Montréal en décembre de cette année. Et donc, le grand enjeu auquel nous faisons face, nos partis font face en ce moment, c'est d'arriver à créer un cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020. Et donc, nous sommes en train de négocier, nous supportons les partis dans leurs négociations. Il y a 4 objectifs majeurs et il y a des cibles. Donc, pour l'instant, il y en a 19, mais il y aura peut-être un peu plus, un peu moins, qui vont être négociés. Les objectifs sont pour 2050 et les cibles sont pour 2030. Et donc, il y a bien évidemment un objectif sur les 4 qui est dédié au financement et à la mobilisation des ressources pour pouvoir justement soutenir l'ambition de ces objectifs pour la préservation de la biodiversité. Quand on voit un petit peu, on se retourne vers l'histoire sur le passé, les cibles de Aichi n'ont pas été atteintes et l'identification de la raison première, l'une des raisons premières est justement le manque de financement et le manque de possibilités de mobiliser les ressources. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Les partis font des workshops, des réunions en ligne, des réunions en personne un peu partout pour pouvoir justement arriver à trouver des solutions pour pouvoir soutenir financièrement et en ressources donc l'ambition des objectifs pour d'abord 2030 puis 2050. Et l'objectif c'est d'arriver à mobiliser d'ici à 2030 les ressources nécessaires pour ensuite porter ces objectifs de manière durable jusqu'à 2050. Merci beaucoup. Et comment accueillez-vous donc l'annonce de ce pôle francophone finance climat par relief? Très bien, bien évidemment. Donc, comme vous le savez, aux Nations Unies, toutes les sessions plénières, tous les documents sont traduits en 6 langues. Par contre, les négociations, même en groupe fermé, se font en anglais. Et donc, nous savons qu'il y a vraiment une barrière linguistique, notamment pour les pays francophones. Donc, nous faisons des efforts, nous travaillons énormément avec l'Institut de la francophonie, qui est un partenaire remarquable, pour justement arriver à informer et à aider les parties à se préparer à ces négociations qui se passent en anglais, mais qui sont aussi traduites en anglais au moment où les décisions se font. Donc le pôle francophone, j'espère, pourra soutenir les parties d'ici à décembre peut-être, justement pour les objectifs sur la biodiversité qui, je pense pas que j'ai besoin de le dire, de passer du temps dessus, sont très liés aux objectifs pour le changement climatique, pour la santé, etc. Tout est un peu relié, donc c'est très important de ne pas considérer les choses dans des silos, mais de voir les connexions entre ces domaines. Madame Aubray. Pour pouvoir revenir à M. Magala sur la question donc des solutions, on a parlé maintenant d'une solution avec l'Organisation internationale de la francophonie. Si on revient au niveau des États, des gouvernements, pensez-vous qu'il est possible qu'un cadre réglementaire puisse être mis en œuvre pour accompagner les compagnies dans la mobilisation des ressources adéquates pour le financement de la transition? Les législations peuvent être, merci beaucoup, les législations peuvent être faites, elles sont faites, mais au bénéfice de qui? C'est ça la question, au bénéfice de qui? Le programme dont je viens de parler, madame, parle de 2019, 2030, 2050.
Mais nous vivons dans des situations d'urgence où il faut intervenir directement et maintenant. Et justement, la question devrait être portée sur la table aujourd'hui. C'est-à-dire que bien qu'on commence à réfléchir à peine pour des objectifs de 2050, mais la réalité criante est là. La réalité criante est qu'il faut intervenir maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que nous sommes, nous les pays en voie de développement, et pour la plupart nous qui sommes en Afrique, encore le poumon de l'humanité, les poumons de tout ce monde-là. C'est-à-dire que si nous sommes maintenus dans cette situation de dépendance aujourd'hui, avec même le lendemain projeté difficile, on aura de plus en plus de mal à faire appliquer ces législations nationales qui demandent aux gens de ne pas toucher aux forêts, de protéger les eaux, de protéger, parce qu'ils ne vivent que de ça. Voilà, les peu d'entrepreneurs qui sont là ne vivent que de ça. Alors, continuer à les maintenir en situation de ne pas exploiter ces forêts, de ne pas exploiter ces eaux-là, ce serait une contradiction sur le plan de la survie même de ces populations. Donc, c'est bien de projeter pour 2050, c'est bien, mais quelle est la réalité aujourd'hui pour ce poumon-là qui continue à garder le monde en équilibre? Parce qu'on ne peut pas indéfiniment reporter la survie de ces populations au bénéfice de la réflexion que je dirais entre guillemets, parce qu'ici le problème n'est même plus francophone, anglophone, c'est un problème développé et sous-développé. Donc c'est ça la question, une partie de la question qui se pose ici dans les pays en voie de développement. Merci beaucoup. Voilà. Magala, pour cette perspective. Peut-être rapidement, Madame Lebeur, si vous voulez réagir à l'intervention de Monsieur Magala et nous dire comment percevez-vous de votre côté le rôle des acteurs publics et des gouvernements dans le soutien aux institutions et organisations pour la mobilisation de cette finance verte en général. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, évidemment. Évidemment, c'est vrai à l'échelle globale, mais je pense que c'est aussi vrai à l'échelle locale. C'est sûr que moi, j'ai des lunettes plus locales en travaillant spécifiquement à Montréal, mais la question des populations vulnérables et des lieux plus vulnérables se pose aussi vraiment au niveau local. Et vraiment, de mon point de vue et avec mon expérience, je pense que les gouvernements et en fait tous les acteurs de la finance du climat devraient mieux intégrer la notion de l'adaptation au changement climatique dans leur cadre, au-delà de la question de la réduction des émissions de GES. Vraiment, je constate qu'il y a une énorme mobilisation du secteur de la finance depuis ces dernières années. Ça, c'est super positif. Mais c'est très concentré sur des questions justement de retour sur investissement entre guillemets, d'émissions de GES qu'on peut mesurer qui auraient été réduites avec tel et tel investissement. Et malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça, la façon dont fonctionne le monde. Et je pense que justement de pouvoir répondre aux enjeux d'accessibilité de la finance pour des populations vulnérables, qu'elles soient francophones ou non d'ailleurs, mais ça vaut aussi pour la francophonie, si on avait des lunettes beaucoup plus axé sur l'adaptation et la résilience des populations vulnérables, je pense qu'on ouvrirait pas mal de voies à ces acteurs-là qui cherchent des financements qui sont urgents. Merci. Ou la nécessité d'élargir le champ des interventions des différents acteurs, si on veut également élargir le champ de l'audition. Merci. Nous voulons pouvoir donner la parole au professeur Claude Caudia, qui est directeur de l'Institut des sciences environnementales de l'Université de Québec, pour également nous présenter sa perspective. Monsieur Caudia, si vous êtes en ligne, en votre qualité d'expert du monde académique, donnez-nous votre appréciation de l'apport de l'OIF en matière de la finance durable, telle qu'énoncée par monsieur l'administrateur. Monsieur Caudia. Merci beaucoup. Je crois que je ne suis pas en ligne, je suis en présentiel. Donc, non, c'est encore plus plaisant. Je trouve que c'est une plaidoirie extraordinaire. Nous, à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, ça fait 20 ans que nous parlons de ces questions-là, c'est-à-dire faciliter les finances aux universités, notamment les universités des pays sous-développés. Vous savez, la question d'accès aux finances est le nerf de la guerre. Je ne fais pas un jeu de mots.
C'est vraiment le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas développer d'outils, vous ne pourrez pas développer des méthodes résilientes dans les universités si vous n'avez pas ces financeurs. Alors, moi, c'est en cela que je trouve que le débat que nous avons aujourd'hui, l'initiative qui est prise est une initiative salutaire et qu'on devrait absolument soutenir d'une part et d'autre part à réaliser. C'est imminent. Nous savons très bien que les questions climatiques ne connaissent pas des frontières géographiques. Elles ne connaissent pas non plus les barrières linguistiques. Nous sommes tous pris dans le même bateau. On devrait pouvoir autant financer les universités anglophones et francophones comme on finance les universités francophones. Nous, à l'UQAM, à l'Institut des sciences de l'environnement, nous avons beaucoup de relations avec les universités africaines et francophones en général dans le monde. Et dans ce sens-là, en aidant, parce que il faut dire qu'en étant au Québec, nous avons quand même une situation relativement un peu plus enviable que celle des universités des pays sous-développés. Mais vu nos relations qu'on développe avec eux, en les aidant, on pourrait aussi, disons, nous aider ici parce que ça fluidifie la recherche entre ces différentes structures-là. Mais au-delà de ça, les questions environnementales devraient se faire dans les langues des populations. C'est au-delà de ça. Je viens d'un pays où la population est à 80% analphabète. Et je vois parfois, excusez-moi le terme, des erreurs très grossières où on veut protéger telle forêt, mais on sort un code. Mais les populations ne savent pas lire. Je vais un peu au-delà du sujet. Les populations ne savent pas lire. Mais vous sortez un décret pour dire on va protéger telle aire. Mais ça ne dit rien aux populations. Ils ne savent pas lire. Donc, nous voulons des financements, bien entendu, nous voulons que vous fluidifiez, que la francophonie fluidifie ces financements-là pour qu'on soit proche des langues maternelles des gens. Vous voyez, c'est important. Ce n'est pas simplement les finances, mais c'est aussi comment est-ce qu'on passe cette information-là. Un des échecs qu'on remarque au niveau des questions environnementales, c'est la transmission de l'information. Les gens n'agissent pas simplement parce qu'ils ne veulent pas, c'est aussi parce qu'ils ne comprennent pas. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pédia. Vous avez confirmé que la barrière linguistique est un obstacle majeur, que ce soit dans les langues officielles ou même dans les langues locales, elle est là. Elle ne limite pas seulement la mobilisation des financements, elle limite également la mise en œuvre des initiatives qui sont censées être mises en œuvre par le financement. Je pense que, monsieur l'administrateur, cette petite discussion nous a permis de confirmer un certain nombre de points que vous avez énoncés dans votre discours introductif. Oui, la barrière linguistique est centrale. Oui, on a besoin des outils. Et vous avez présenté aujourd'hui une plateforme, un pôle francophone finance climat qui va être important pour les acteurs du monde francophone. Madame Cécile Martin-Philippe, vous êtes directrice de l'Institut francophonie pour le développement durable. Je pense que vous aurez un rôle fondamental à jouer dans l'opérationnalisation de ce pôle francophone finance climat. Que dites-vous à la suite de cette discussion et puis plus de perspectives sur ce pôle francophone? Merci beaucoup Sandra. Là, je crois qu'on repart avec une grosse to-do list en bon français. Comme le mentionnait Monsieur Geoffroy Montpetit, l'administrateur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la francophonie cherche vraiment à avoir une approche participative pour construire et alimenter aussi ce pôle francophone pour la finance climat. C'est vraiment tout l'objet de cette session, partager avec vous justement cette initiative, et on va continuer à le faire à travers d'autres sessions, d'autres conférences, pour recueillir aussi les avis, partager aussi les opportunités de financement, les multiplier, et puis également faire en sorte que tout l'écosystème francophone quelque part se mobilise. On souhaite réellement également mobiliser non seulement bien sûr nos États et gouvernements membres, mais aussi le secteur privé qui est une cible prioritaire dans l'action de ce pôle francophone pour la finance climat. On souhaite renforcer le dialogue et le nexus entre les acteurs étatiques et le secteur privé, sans quoi cette fluidité des financements ne va pas se faire.
Donc, comme le mentionnait l'administrateur, nous projetons de mettre en place cette plateforme dès la CDP 27 en novembre à Sharm el-Sheikh pour rendre visibles les objectifs, les activités, les synergies, les partenariats aussi de ce pôle. Lors de la CDP 27, d'ailleurs, à la demande de nos pays membres, nous avons prévu une concertation ministérielle donc de haut niveau francophone pour continuer ce dialogue aussi avec nos États membres et puis lancer officiellement ce pôle sur le pavillon de la francophonie. Et de fait, ce pôle commence déjà à vivre depuis plusieurs années puisque l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, fait déjà un certain nombre de renforcements de capacités avec notamment le fonds d'adaptation qu'on connaît moins, qui nous a sollicité depuis ces 3 dernières années pour faire des formations en français. On accompagne aussi 4 pays dans leur programme de readiness au Fonds vert pour le climat. Donc, on essaye aussi d'aller chercher ces fonds et de les rendre accessibles à nos pays et gouvernements membres. Et d'ailleurs, je souhaite partager avec vous, vous informer d'une formation que nous organisons sur la finance climat du 29 août au 9 septembre prochain, qui est une des composantes de ce pôle justement sur l'aspect renforcement de capacité. Mais en tout cas, je remercie beaucoup tous les intervenants parce que je crois que c'était très riche d'avoir ce panel très divers, de voir que ce pôle doit répondre aussi justement aux besoins de financement des collectivités locales. On en parlait notamment à Abidjan lors du congrès de l'Association internationale des maires francophones où les maires, un grand nombre de maires et notamment sa présidente qui est la maire de Paris, le mentionnait très fortement et son coprésident qui est le maire d'Abidjan vraiment poussait pour avoir un accès au financement et une voie qui était donnée aux collectivités locales pour accéder à ces financements en climat parce que ce n'est pas le cas. Je remercie aussi beaucoup Mélanie Lebert, Mélanie Lebert pour ce témoignage. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment une ville se mobilise pour mettre en œuvre son plan climat et faire en sorte que tous les acteurs justement le mettent en œuvre. Merci beaucoup aussi à monsieur le chef de cabinet du ministre des PME de la RDC pour rappeler les enjeux de chacun de nos pays membres, à la fois linguistique, mais également le problème quelque part de faire en sorte de préserver justement ces ressources et notamment en termes de biodiversité que nous avons dans nos pays francophones et je crois que ça faisait bien le lien avec ce que mentionnait à la fois Charlotte Germain-Aubray et puis monsieur Claude Bodja. Il y a besoin justement de ne pas travailler en silo et je crois que c'est le propre de la francophonie d'éviter justement ces silos, de casser ces silos et de créer un espace de dialogue. Voilà, le pôle francophone pour la finance climat, c'est aussi ça, un espace de dialogue entre les différents acteurs, à la fois au niveau national et local, et puis secteur public, secteur privé. Donc un grand merci à vous tous pour ces témoignages qui étaient très intéressants et très pertinents et on espère justement continuer ce dialogue avec vous et avec vous tous dans la salle qu'on n'a pas encore entendu mais qu'on espère entendre prochainement. Un grand merci. Merci beaucoup Cécile et aussi d'avoir rempli ma tâche en reprenant l'essentiel des discussions. Je suis rassurée. Je vais profiter de la petite minute qui nous reste pour pouvoir inviter potentiellement les participants de l'audience à poser des questions ou à s'exprimer sur le sujet de ce jour, la barrière linguistique, parmi d'autres barrières à la mobilisation du financement et également ce nouvel arsenal que nous avons dans la boîte d'outils pour accompagner les organisations, notamment ce pôle francophone financement. Est-ce que nous avons des participants qui aimeraient s'entretenir très rapidement, poser des questions à nous? Si nous n'en avons pas, c'est l'occasion vraiment de remercier l'ensemble. Je pense qu'il y avait une question. S'il vous plaît. Allez-y, oui. On cherche juste un micro. Est-ce qu'il existe des fiches projets? Le micro arrive, monsieur. Voilà. Pardon, merci. C'est toi. Alors, est-ce qu'il existe des fiches projets de réalisation dans peu importe le sujet, peu importe, enfin, en termes de développement durable, des
des fiches de projets qui sont porteurs, qui sont inspirants et qui pourraient servir au-delà des barrières de langue à susciter un financement. J'en profite pour passer mon message, évidemment, de sobriété et d'efficacité. Sinon, on vend les mauvais messages, mais je vous laisse répondre là-dessus. Monsieur, qui que ce soit, finalement, Madame Lebert, enfin, Monsieur Monpetit, qui voudra répondre, ce sera très apprécié. Merci beaucoup. Je suis André Bourassa, architecte. Merci beaucoup. Cécile, je t'invite à commencer sur cette question. Et oui, merci beaucoup pour votre question. C'est une très bonne question et c'est justement l'objet d'une étude que nous avons lancée depuis quelques semaines, de récolter justement les bonnes pratiques. D'abord faire un état des lieux de ce besoin de financement, de la situation de nos pays en termes de besoin justement d'accès au financement, et puis également quelles ont été les success stories, en fait, les bonnes pratiques déjà existantes, quels sont les pays qui ont déjà accès à ces financements, comment ont-ils fait et pourquoi. Tout ça devrait être clos et rapporté d'ici début septembre, grosso modo, et ça va nous permettre de construire aussi et d'alimenter en contenu ce pôle francophone de la finance climat. Donc on aura ces bonnes pratiques dans le pôle et ça sera bien sûr ouvert au grand public. Merci beaucoup. Je pense que ça comprendra également un certain nombre de projets déjà approuvés par un certain nombre d'institutions et qui va pouvoir servir de modèle. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un grand plaisir d'avoir animé cette table ronde. Je remercie l'ensemble des participants et je souhaite une très bonne suite de cette conférence. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.